Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle sur mon site meriadecguignard.com. Dans ce troisième épisode, j'échange avec Mario Chaloub, étudiant en pharmacie et cofondateur de DigiCare. Véritable serial entrepreneur, Mario nous entraîne dans sa cordée et nous fait découvrir son univers. De sa première expérience entrepreneuriale à 16 ans en proposant un service clé en main d'organisation d'anniversaire, en passant par sa riche vie associative, nous allons découvrir ce qui façonne un véritable aventurier, acteur de la santé de demain. Très impliqué dans la sensibilisation entrepreneuriale sous toutes ses formes, je chercherai avec Mario à comprendre ce qu'on peut améliorer dans les cursus santé et dans la sensibilisation des étudiants. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Mario et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour permettre à nos auditeurs de te situer sur la carte de France des entrepreneurs santé, dis-nous ce que tu fais actuellement et depuis où travailles-tu ? Moi, je travaille du coup en région parisienne. Je suis en télétravail en fait pour l'instant. En ce moment, je travaille chez Boiron actuellement. Donc l'entreprise est basée dans les alentours de Lyon. Donc je fais des allers-retours en fait entre Paris et Lyon. D'accord. Et donc tu as suivi des études de pharma pour être en stage chez Boiron ? Exactement. Du coup, j'ai fait PACES et pharmacie à Paris-Saclay, donc à la fac de Châtenay-Malabry. Et du coup, je fais ma 6e année de pharmacie à l'école polytechnique en M2, management de l'innovation. Et c'est dans le cadre de ce master en fait qui est en alternance que je fais du coup mon alternance chez Boiron sur tout ce qui est innovation, business développement, stratégie. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans les études de pharmacie ? Écoute, j'avais une grosse passion pour la santé depuis très longtemps. J'ai pas mal hésité entre médecine, dentaire. Finalement, j'ai eu pharma au concours, donc j'ai essayé de rebondir un peu et au final, ça me convenait très bien parce que c'était pas trop long comme étude. T'avais des métiers quand même assez variés, donc assez intéressant et au final, je pensais pas du tout faire de l'entrepreneuriat ou des masters en innovation et au final, je vois que pharma nous mène quand même à pas mal de parcours très différents et beaucoup d'opportunités, quoi. Quand tu es rentré en pharma, tu t'es dit directement je vais filer sur la filière industrie ou tu te laissais le choix entre les autres filières, officine et peut-être internat ? Internat, pas forcément. Officine, en fait, j'ai beaucoup travaillé en officine en 2e, 3e année. J'avais une titulaire qui était assez inspirante et qui me motivait pas mal et c'était une forme d'entrepreneuriat, notamment du coup l'officine, donc ça me motivait pas mal. Après, finalement, je me suis dit que je peux faire un DUS et revenir en officine après, donc j'ai choisi un DUS. Et donc ça s'est fait un peu voilà en 3e année. Qu'est-ce qui explique un petit peu ton goût de l'entrepreneuriat et le fait que tu sois allé ensuite en master à l'école polytechnique ? Alors le goût de l'entrepreneuriat, ça fait très longtemps. J'ai toujours aimé monter des projets, même quand j'étais au collège, lycée, quand j'avais 15-16 ans, je faisais pas mal de projets à côté, des trucs tout cons, même comme de l'animation d'anniversaire. C'est une première forme d'entrepreneuriat, je pense. Tu vois, j'avais mes clients, des gens qui revenaient d'une année sur l'autre. Pas du tout dans la santé au final, hein, mais tu vois, c'était une forme un peu de responsabilité, quoi, d'avoir un projet à mener, d'avoir des clients, devoir trouver des clients, faire un petit peu de pub. Et j'ai toujours été très autonome et très libre, quoi. J'ai toujours aimé mener des projets et pouvoir avoir la liberté là-dessus. Donc ça s'est fait comme ça et donc ça a continué. Après, ça s'est fait aussi via les expériences associatives, notamment en entrant en pharma. T'as fait partie de quel asso En arrivant, du coup, j'ai été à la GE, qui est l'asso d'entrepreneuriat plutôt la junior entreprise de Châtenay. Ils avaient un pôle entrepreneuriat qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, finalement, je suis rentré à Startin Saclay, qui est en gros l'asso d'entrepreneuriat de Paris-Saclay. Donc on est sur 20 établissements, c'est une asso hyper intéressante parce qu'on est sur plein de campus, plein d'écoles. Donc l'asso est composée de membres de toutes ces écoles-là. Donc hyper grosse ouverture d'esprit sur plein d'autres cursus, plein d'autres métiers et puis en fait plein de rencontres, notamment pour monter des projets. Tu vois, c'est cool d'être avec des gens qui sont différents. Je connaissais pas trop ce type d'association transverse entre plusieurs écoles. C'est assez rare. C'est assez rare en fait. Startin Saclay, c'est un peu une exception, je pense. On n'a pas beaucoup d'assos qui sont sur plusieurs campus.
Après l'université Paris-Saclay, c'est aussi un peu une exception en soi parce que, bah, c'est une université qui en regroupe en fait, peut-être 20 écoles à peu près. Tu as Centrale, Polytechnique, les facs, les IUT et cetera. Maintenant tu en as 2, tu as Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris, il y a une séparation. Hem, mais donc du coup, on a une asso qui avait pour vocation et qui a pour vocation de fédérer un peu toutes ces écoles-là et justement, créer un campus un peu d'entrepreneurs, d'étudiants, un peu d'émulation, grâce aux différents campus, aux différentes compétences que tu peux retrouver, Et t'as pris quel rôle dans cette association? Alors du coup, je suis rentré dans l'asso il y a 4 ans, donc j'étais en fin de deuxième année à peu près. J'ai commencé par faire pas mal de com. Donc je m'occupais des réseaux sociaux. Assez rapidement, comme ça m'intéressait beaucoup, je suis passé président. En fait, l'ancien président, qui s'appelait Eric, était un pharmacien aussi, donc c'est avec lui que j'ai monté DigiCare du coup d'ailleurs, ensuite. M'a pas mal motivé du coup à prendre le poste de président et du coup, moi je me voyais pas du tout, à un poste aussi haut, ça s'est fait assez vite parce que c'est quand même une grosse asso, on avait une trentaine d'événements organisés tous les ans, 20 membres, 20-30 membres à peu près et du coup ça s'est fait assez vite et du coup après président, 1 an et là j'ai repris une coprésidence il y a 1 an qui est en train de se terminer là. Tu me fais penser à une question un petit peu, le parallèle entre la gestion de la vie entrepreneuriale et la gestion de la vie associative. Est-ce que tu vois Ouais. une similitude, une synergie, pas plutôt une synergie, mais une espèce de formation de pied à l'étrier pour l'entrepreneuriat? C'est carrément un pied à l'étrier. Du coup, moi, c'est ce qui m'a encore plus motivé parce que je voyais des gens lancer des projets autour de moi dans l'asso. Après, l'idée de l'asso, du coup, j'en ai pas parlé, mais c'est sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. C'est accompagner des entrepreneurs aussi via des masterclass, des workshops. On a aussi lancé un incubateur. Enfin bon, c'est pas mal d'actions pour les entrepreneurs, donc ça motive énormément. Tu montes aussi beaucoup en compétences. Et aussi tu rencontres beaucoup de gens, donc en fait ton réseau s'élargit assez facilement. Donc tu as un peu tous les bons côtés pour lancer un projet derrière, quoi. J'allais dire, c'est de là que viennent les 5000 connexions sur LinkedIn. C'est ça, exactement. Et donc, tu parlais de tes projets. Donc, le tout premier projet que tu as lancé, c'est à 16 ans? Bah, c'est globalement, je pense, c'était l'animation d'anniversaire, c'est le tout premier truc que j'ai vraiment lancé, qui a quand même duré 2-3 ans, que j'ai fait jusqu'en PACES, qui s'est assez bien pérennisé et qui m'a appris aussi pas mal de choses, quoi. Être sérieux devant les gens, et essayer de délivrer, on va dire, un anniversaire de qualité, quoi. C'est vraiment hors sujet santé, mais c'était intéressant de le faire à un âge aussi jeune, je trouve, pour monter un peu en responsabilité, en compétences. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement comment tu t'es dit, bah, vas-y, je vais lancer une expérience entrepreneuriale. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte que c'était une expérience entrepreneuriale, je pense. C'était plus, tu sais, les gens faisaient du babysitting, faisaient des trucs à côté, des petits jobs et tout, et moi j'ai trouvé ce créneau-là, entre guillemets, je sais même plus trop comment, sûrement peut-être avec mes petits frères, en essayant de les amuser, à un de leurs anniversaires, je sais même plus. Mais, c'est après j'ai toujours su que je voulais entreprendre, beaucoup, enfin en tout cas que j'aimais monter des projets. Heu, donc je pense que ça s'est exprimé comme ça à cet âge-là et maintenant je m'en rends beaucoup plus compte, c'est beaucoup plus clair, quoi. Donc avant de parler de DigiCare, parce qu'il va nous intéresser beaucoup dans la seconde partie de l'échange, quels sont les autres projets, on va dire, sérieux que tu as construits entre tes 16 ans et avant DigiCare? Globalement, donc quand j'étais à Starting Saclay, quand j'étais président, donc l'asso était quand même hyper active, on faisait vraiment beaucoup d'événements, on avait beaucoup de visibilité. On était un peu une des plus grosses assos en France, sur le sujet de l'entrepreneuriat étudiant. Donc on avait même des gens qui participaient en dehors de l'université Paris-Saclay, si tu veux. Du coup, on avait pas mal de légitimité et j'ai décidé de lancer du coup la YES, la Young Entrepreneurship Society, qui est, la fédération des 45 assos étudiantes entrepreneuriales de France, donc comme Starting Saclay. Donc il y a 45 autres assos en France comme Starting Saclay. On a lancé ça avec Déclic Entreprendre, qui est une asso, de l'école, Neoma Business School à Rouen. Donc on connaissait un petit peu avec Starting Saclay. En fait, si tu veux, on faisait déjà pas mal d'événements avec d'autres assos, notamment sur Paris, des after work, tu vois? Où, l'idée c'était de réunir un peu des étudiants de Saclay, de Sciences Po, de l'ISEP, de plein d'écoles différentes, de Dauphine et autres. Donc c'était assez intéressant pour justement, bah, multiplier un petit peu les rencontres et le réseau et ça crée aussi un petit peu de l'émulation et tu sais, enfin, tu rencontres d'autres gens, ils t'inspirent, tu as des compétences complémentaires, c'est plus facile pour monter des projets et cetera. Et du coup, on a lancé cette fédération. L'objectif aussi, c'était montrer au niveau de l'écosystème entrepreneurial l'importance des assos, parce que c'était, enfin, on en parlait assez peu au final, alors que du coup, on a fait un livre blanc avec l'AIS récemment. Et en fait, si tu veux, les assos, bah, c'est plus de 600 événements par an, 30 000 participants en cumulé. Enfin, il y a quand même un impact, tu vois, sur les étudiants et sur le monde entrepreneurial de manière générale.
Gros projet du coup, 40 assos, Gros c'est énorme, projet, hein. ouais, c'est ça. Donc fédérer les assos, il y a un gros challenge de voilà, être proche des 45 assos parce que c'est quand même beaucoup, et trouver des actions concrètes pour les aider et puis représenter un peu leurs intérêts. Donc on travaille beaucoup avec le ministère de l'enseignement supérieur, notamment là-dessus. Donc il y a une semaine qui est organisée maintenant tous les ans qui s'appelle Créative pour l'entrepreneuriat étudiant, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, qui est organisée avec le soutien de l'AIS notamment et d'autres fédérations entrepreneuriales. Donc ça, c'est un des gros projets qui dure encore, que j'ai pu mener, donc ça fait depuis 2 ans et demi à peu près. Mon tout premier projet vraiment entrepreneurial, c'était aussi en fin de deuxième année, il me semble. J'avais pu être incubé à Station F, donc c'était assez cool. J'étais parti d'un constat assez simple qui était que dans les pharmacies, il y avait quand même pas mal de problèmes de stock, notamment sur les médicaments assez chers. Et tu avais pas mal de patients qui revenaient 2 fois au lieu d'une parce que leurs médicaments étaient pas en stock. Et donc je voulais lancer un peu un logiciel de gestion de stock de médicaments, de gestion des dus, et cetera. Donc idée un peu assez bateau en fait quand j'ai pris du recul parce que, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dessus. Mais c'était une bonne expérience, pour découvrir un peu le monde entrepreneurial et passer à la pratique, je pense. Et donc du coup, DigiCare, ça arrive juste après ou il y a encore une étape intermédiaire? J'ai mené aussi un projet, donc ça c'était plutôt en quatrième année, début de cinquième année sur le milieu hospitalier. Donc en fait j'étais à un hackathon qui a été organisé par Doctolib, qui s'appelait les Medidays, donc c'était en mai 2019, il me semble, ouais. Et on a gagné le prix en fait avec un projet qui s'appelait Karen Coach, qui s'appelle maintenant Shakari. L'idée en fait c'était d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants dans les hôpitaux notamment. Donc tu sais, il y a pas mal de burn-out, pas mal de stress, plus que dans d'autres professions et ça a été fortement accentué par le Covid. Et donc l'idée c'était de proposer pas mal de solutions là-dessus. Donc on a gagné le hackathon. Moi j'étais pas du tout porteur de projet, mais du coup j'ai rejoint le porteur de projet là-dessus et on a développé le truc pas mal de temps. Là le projet continue toujours. Moi j'ai arrêté depuis à peu près un an. Mais du coup, ça a été assez intéressant parce que du coup, j'avais l'externat juste après en pharmacie à l'hôpital, donc en septembre et du coup, ça m'a permis de pouvoir pendant l'externat développer un peu le projet dans l'hôpital où j'étais et bosser un peu là-dessus. J'avais des chefs de service assez cool, donc c'était sympa et assez flexible là-dessus et donc voilà, c'était un autre projet où j'ai pu participer pas mal, le côté entrepreneurial. Et qu'est-ce qui t'a fait peut-être arrêter le projet pour... Bah, tu vois, c'était en cinquième année, tu avais les stages de fin d'études, les masters, et cetera. C'est pas la période la plus simple en termes de temps, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps. Et encore une fois, c'était un projet assez tech qui demandait d'être à temps plein, je pense, pour être vraiment pleinement à fond, quoi. C'était un peu cette frustration quand t'es étudiant de pas faire les choses complètement à fond parce que t'as les cours à côté, etc. Et ce qui est cool justement avec DigiCare, on en parlera peut-être après, c'est que comme c'est un projet qui demande un peu moins de temps en termes voilà, de planning, tu peux faire beaucoup de choses à côté des études, des stages, des alternances. Et voilà. Vas-y, bah, la transition, elle est toute faite. Donc, présente-nous un petit peu DigiCare, ce que vous faites, les actions que vous menez, et puis l'ambition qu'il y a derrière tout ça. Ouais, carrément. Donc du coup, DigiCar, ça a commencé en 2018. L'idée, en fait, à la toute base, c'est que moi, j'étais à Start in Saclay. J'apprenais énormément de choses sur l'entrepreneuriat, la tech, le digital. Mais du coup, il y avait un gros gap, un gros écart avec ce qu'on voyait en cours de pharma. On n'avait jamais rien vu à ce sujet-là. Du coup, j'ai lancé un premier truc qui s'appelait le programme entrepreneur en santé à l'époque, qui est devenu la DigiCare School. Et l'idée, c'est que j'utilisais un peu le réseau que j'avais d'experts de l'entrepreneuriat, de enfin, voilà, plein de domaines dans l'entrepreneuriat pour les amener à la fac. En fait, j'ai amené ces gens-là à la fac. Donc, j'avais créé un cursus en fait de 10 cours. Donc moi, j'avais juste fait un peu on va dire la logique. Donc j'avais dit cours 1, ce sera telle chose, cours 2, ce sera telle chose. Je trouvais les intervenants dédiés. Et donc, il y avait un cours par semaine à la fac de Châtenay pour voilà, faire cette formation-là, en fait, qui durait du coup 10 semaines. Donc ça a commencé comme ça à l'époque. À la toute base, je voulais en faire un DU en fait, un DU entrepreneuriat santé, etc. Mais c'est beaucoup plus prenant, c'est beaucoup d'heures, etc. Donc en termes de voilà, c'était pas très flexible quoi. C'est ça, beaucoup moins flexible et tu dépends plus de la fac, donc c'est compliqué de faire plus de choses, etc. Ça prend un peu plus de temps aussi. Donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc il y a eu 2 promos comme ça en présentiel à la fac de Châtenay. En présentiel, Et carrément? Ok. c'était en présentiel, ouais. À la base, c'était en présentiel. C'était en 2018-2019. Donc C'est vrai 2019, qu'on oublie cette époque où il y avait des choses qui se faisaient. on a oublié cette époque-là. C'est ça. Du coup, voilà. Après, il y a eu le Covid, donc ça s'est un petit peu calmé. À la sortie du Covid, on a décidé de lancer un média
avec Lara, du coup, qui est une très bonne amie et qui bosse beaucoup justement sur l'aspect média, elle, et publicité, marketing, com, etc. Qui adore la santé. Et du coup, on a décidé de lancer un média autour de l'innovation en santé. Je trouvais qu'il y a un petit manque là-dessus. Et donc, il s'appelle DigiCare. Et suite à ça, du coup, en juin, juillet, on reparle un peu avec Eric, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était président de Start Cycle, pharmacien, et qui a fait HEC Entrepreneur il y a 2 ans déjà, je crois. Et on se dit, mais pourquoi pas relancer le programme Entrepreneur en santé, mais en version digitale, avec le Covid, etc. Et c'était assez cool parce que ça a pris assez vite. Et en fait, comme on n'était plus que sur Paris, bah, ça pouvait permettre à plein de gens dans d'autres facs, dans d'autres villes de France, même hors pharma, de s'inscrire. Donc c'est toujours une formation à l'entrepreneuriat, au digital et à l'innovation dans la santé, mais du coup en ligne maintenant. Donc voilà, il y a les 2 activités médias, donc on a une newsletter, un blog Medium, des réseaux sociaux, Instagram, et cetera. On poste pas mal de contenu et la DigiCare School, qui est, le programme de formation en ligne. D'accord. Et justement, le programme, il s'adresse principalement aux étudiants ou est-ce qu'il est ouvert aussi aux autres personnes de santé, aux autres personnels de santé? Il est ouvert à tout le monde. À la base, quand c'était en présentiel, il y avait même des ingés qui participaient, puisqu'ils s'intéressaient à l'innovation en santé. On a énormément d'étudiants en pharma pour 2 raisons. Je pense tout d'abord, c'est notre réseau, parce qu'on est tous les 2 pharmaciens avec Eric, donc c'est le réseau qu'on touche, je pense, le plus facilement. Et 2e chose, je pense aussi que c'est les études où c'est le plus simple de suivre une formation, parce que c'est des études plutôt courtes, pas très prenantes, je pense. En tout cas, ça dépend de quelle année, mais tu peux trouver le temps de suivre une formation assez légère. Contrairement aux médecins, je pense qu'ils sont peut-être sûrement pris par leur stage, leur externat, leur ECN, et cetera. Voilà, donc ça s'adresse à tous les étudiants en santé globalement, même les étudiants âgés qui s'intéressent à l'innovation en santé. Et puis on a déjà eu aussi des professionnels de santé diplômés, donc à l'hôpital, en industrie, tu vois, qui avaient 30, 35, 40 ans, qui se sont inscrits. On a eu des médecins, on a eu des kinés, on a eu un peu de tout. Combien de personnes vous avez accompagnées à travers ce programme-là? Et surtout, est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé du programme et qui existent peut-être aujourd'hui, qui se sont pérennisées? Ouais, on est là depuis 2018, du coup, on est à peu près 150 personnes qui ont été formées par le programme. Et après, en termes d'idées, en fait, si tu veux, on a la partie théorique de la formation, où les gens suivent les cours, et on a l'aspect pratique, parce que comme je le disais tout à l'heure, la pratique, c'est hyper important, je pense, dans l'entrepreneuriat. C'est pas que de la réflexion et faire des PowerPoint, c'est énormément de pratique et comprendre ce que c'est que concrètement d'aller voir un client, d'aller essayer de trouver des financements, etc., de pitcher son projet. Donc en fait, on met les étudiants de la formation par groupe pour développer un projet fictif ou non, ils ont toute la liberté de se dire, bah, c'est un projet qu'on veut juste faire pour les 2 mois de formation et du coup, bah, on n'a pas forcément trop d'ambition, on veut juste faire un truc correct, où on puisse aller assez loin. Ou alors se dire, bah, c'est un projet que j'ai vraiment envie de mener. J'utilise les 2 mois pour, bah, justement en faire quelque chose de super intéressant et me faire accompagner et derrière le continuer. Globalement, on n'a pas eu beaucoup de projets qui ont continué suite à la formation. Après là, ça fait à peine 1 an, donc c'est assez dépendant. C'est tout jeune. Après, on a un projet qui a pas mal continué, qui est autour de l'orientation et de la formation des étudiants en pharma. Donc c'est des pharmaciens qui ont lancé ça et l'idée, c'est de faire un algorithme en fonction de tes compétences, de tes envies, et cetera, pour t'aider à te dire, voilà, il te faut tel master, tel métier te correspond, et cetera. Se retrouver un peu dans la jungle, tous les métiers, après pharma, quoi. C'est un sacré sujet, surtout dans les filières indus où c'est très très large. Exactement, ouais, exactement. C'est, je pense, typiquement pour la filière Indus qu'ils ont lancé ça. Donc il y a des projets qui continuent, c'est assez libre en fait aussi à ce niveau-là. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que DigiCare, contrairement aux autres projets que tu as pu avoir avant, des projets purement tech, c'est un projet qui te dégage un petit peu de temps. Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as pour ambition de lancer d'autres projets à venir ou quelles sont les prochaines choses que tu vas faire, peut-être professionnelles ou entrepreneuriales? Alors du coup, ouais, comme je disais, DigiCare, c'est un projet qui me prend pas forcément énormément de temps. Donc là, l'idée, c'est quand même de pouvoir le développer au maximum. Donc quand même essayer d'aller voir d'autres filières de santé, essayer de se développer pourquoi pas à l'international, développer aussi la partie média. Donc il y a déjà ce projet-là. Après, moi, j'adore être sur plusieurs sujets, plusieurs projets pour m'occuper et je trouve ça super enrichissant. Donc là, je suis en train de réfléchir à de nouveaux projets, notamment avec des amis sur des choses peut-être complètement différentes, même hors santé. Et après, je commence aussi du coup un CDI en octobre, de manière assez classique, dans le digital, dans la santé, en tant que product manager. T'as trouvé directement à la suite de ton stage, tu enchaînes directement. C'est ça exactement, mais je pense que je vais toujours continuer à. Là, l'idée c'est d'apprendre beaucoup pendant ce travail-là, mais je pense que je vais toujours continuer à avoir des projets à côté parce que c'est hyper enrichissant et ça permet aussi de changer. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant ce mix entre salariat, freelancing, indépendance.
Je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans un seul schéma et je trouve ça hyper enrichissant, ouais. Ouais, peut-être limité après par le temps, plutôt dans... Exactement. Mais du coup, comme j'ai réussi enfin réussi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses pendant mes études. J'ai appris à m'organiser au mieux pour pouvoir gérer, on va dire, les différentes choses en parallèle. Donc ça me fait pas trop peur à ce niveau-là. Ok, donc maintenant des questions un peu plus générales sur l'entrepreneuriat. Donc déjà, qu'est-ce que ça symbolise pour toi être entrepreneur? Pour moi, c'est de passer globalement d'une idée à un truc concret, un projet, une action. Pas forcément une start-up, pas forcément une entreprise, tu vois? Ça peut être une asso, une ONG, du bénévolat, qu'importe. Je pense qu'on l'a pas mal vu aussi avec la crise du covid. Il y a plein de projets, même qui sont à but non lucratif, qui ont été lancés un peu, pour faciliter la crise pour les soignants, pour les étudiants, pour tout le monde. Donc c'est, voilà, innover, monter des projets au service des autres. Je pense qu'il y a, voilà, plein de formes d'entrepreneuriat possibles. Est-ce que ça symbolise pour toi la liberté aussi, l'accomplissement personnel? La liberté, oui, en soi, parce que tu es quand même assez autonome, assez indépendant. Je trouve ça assez sympa de pouvoir se dire: «Bah, voilà, j'ai une vision, j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en pratique et je peux le faire si j'en ai envie». Après en termes d'accomplissement, pas forcément, parce que, tu as des gens qui vont s'accomplir autrement. Après ceux qui entreprennent, je pense que c'est aussi quelque chose qui les aide à se sentir mieux peut-être ou qui est important pour eux, mais je pense que c'est pas forcément un accomplissement de manière générale. En tout cas, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Comment tu fais justement pour dissocier la vie entrepreneur, la vie étudiante, parce que tu es encore étudiant, même si tu arrives sur la fin de cursus, et la vie personnelle? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense que j'essaie de faire de plus en plus de plus en plus de séparation entre tout ça. Après, je me suis jamais trop rendu compte de quelle était quelle vie, si tu veux, parce que tout est très lié, notamment avec les assos étudiants. C'est aussi un peu un hobby, parce que c'est avec tes potes, on fait des événements, et cetera. L'entrepreneuriat aussi, je l'ai fait avec mes potes, donc du coup, c'était très, enfin, tu vois, tu sens pas forcément que tu es en train de travailler. Après là, l'idée, c'est aussi, je pense, de se laisser du temps perso, pour profiter aussi, de la vie, faire du sport, faire autre chose, essayer de bien s'organiser à ce niveau-là, tu vois? Avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup d'organisation aussi, savoir faire la part des choses. Ok, la question qui arrive derrière, c'est justement qu'est-ce que tu fais sur ton temps perso, si tu en as? Beaucoup de sport, beaucoup de vélo notamment, et puis voilà, comme beaucoup de sorties, on peut pas trop faire grand-chose en ce moment, mais on essaie de, voilà, de faire ce qu'on peut. Et tu me fais justement rebondir sur un point, tu dis que tu as entrepris la plupart du temps avec des amis. Euh, quelle importance tu mets justement à entreprendre avec ses amis? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il faut peut-être éviter, au risque de perdre ses amis si un jour ça se passe mal? Quelle est ta vision, ton sentiment là-dessus? Écoute, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a vraiment de tout. Je pense qu'il y a des exemples de boîtes où ça a très bien marché, des exemples de boîtes où ça a pas marché, que ce soit au niveau perso, entre les amis qui sont du coup plus amis ou même juste la boîte qui a craché et les gens sont restés amis, je pense. Tu vois? Je pense qu'il y a vraiment de tout. Donc j'ai pas forcément de recommandations à faire là-dessus. Je pense que si vous pensez que ça peut marcher, il faut tenter. Après, ça dépend sur quel type de projet. Tu vois, là, pareil, je te disais, j'ai pas monté non plus des projets très tech où tu dois lever des fonds qui te prennent tout ton temps. Là, c'est quand même des projets, tu vois, relativement, normaux et donc au final, ça suffit et ça marche très bien. Au moins, on se connaît, on sait comment on fonctionne Une autre question un peu générale, qu'est-ce qui te déplaît dans l'écosystème entrepreneurial? au final, pas grand-chose qui me déplaît. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont une mauvaise image. Tu sais, on voit pas mal de nurshi et cetera, autour de l'entrepreneuriat, du monde des startups. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui entreprennent pour des mauvaises raisons. Il y a un peu de bullshit, il y a un peu de gens, tu vois, qui veulent se montrer, qui ont un gros ego. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses un peu. De ce que j'ai compris, c'est plus tu entends parler d'une startup aussi, souvent c'est que ça va mal, tu vois? Quand tu entends beaucoup parler de quelque chose, c'est que, tu vois, derrière, ils essayent de cacher autre chose. C'est pas une vérité, c'est pas une règle générale, mais ça se confirme assez souvent et ce qui est cool aussi, c'est que tu as pas mal de bonnes initiatives qui se sont lancées récemment, typiquement Balance ta startup, je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un compte Insta que je vous recommande d'aller voir et en fait, il dénonce notamment les pratiques managériales, assez douteuses de certaines startups. Donc il y a des témoignages de salariés notamment. Donc ouais, il y a ce côté-là aussi un peu en startup où c'est tellement flexible que des fois, tu as des abus et donc ce qui est cool, c'est que, voilà, tu as des comptes qui commencent un peu des actions qui commencent un peu à se faire sur ça. Hem, mais sinon globalement après, moi je trouve que c'est un formidable milieu, tu vois, pour, monter en compétences, monter des projets, avoir de l'impact, sans attendre d'être salarié et au final se rendre compte qu'on peut pas faire grand chose dans certains types de boîtes, tu vois? Donc voilà.
Est-ce que justement tu fais une distinction entre l'entrepreneuriat, on va dire classique, numérique, et l'entrepreneuriat santé? Sur l'aspect bullshit, je pense, oui, qu'en santé, de toute façon, c'est déjà assez compliqué. Donc, si tu fais des trucs un peu bancal, ça se voit. Donc, il y a sûrement une différence, ouais, à ce niveau-là, c'est sûr. Quel est le projet qui te stimule le plus actuellement en santé? Il y a les thérapies digitales qui me stimulent beaucoup, donc les DTX, notamment sur, tu vois, les jeux vidéo qui se lancent dans la santé, je sais pas si tu as entendu parler, donc Tilak Healthcare par exemple, ou t'as des jeux vidéo aux US qui se sont lancés aussi. T'as MoveCare en France. Donc, je trouve ça assez incroyable que tu aies des questionnaires, des thérapies complètement digitales qui puissent faire des essais cliniques et qui montrent des survies plus élevées versus placebo. Enfin, je trouve ça assez cool, quoi. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Quatrième partie de cet échange, l'éducation. Donc je sais Ouais. que tu m'as dit en off au début de cette interview que justement t'avais été assez stimulé de ce côté-là par tes parents. Donc à quel point tu juges que l'implication parentale, le suivi parental, il est important, pas important, dans le développement d'un futur entrepreneur? Bah, écoute, pareil, je suis pas sûr qu'il y ait de règles générales. Je connais pas assez le sujet. Après, je pense que l'éducation, la manière d'éduquer ses enfants peut jouer un rôle. Après, moi, c'est plutôt en termes de modèle, tu vois. Mes parents sont tous les deux indépendants. Donc, je pense que c'est assez stimulant de se dire, voilà, ils font un peu leur agenda, leur vie, ils sont assez libres, autonomes. Hem, Tu les sens assez épanouis dans ce qu'ils font et ça m'a beaucoup poussé à vouloir aussi être un peu libre et autonome. Tu vois? Je pense que si j'aurais fait médecine, j'aurais sûrement exercé en libéral, tu vois? Donc, je pense que c'est assez important pour moi cet aspect un peu autonomie, liberté dans le travail. Donc je pense qu'il y a un rôle assez important, ouais. Peut-être, je sais pas, une question un peu comme ça, est-ce que tu as observé dans les profils entrepreneurs que tu as pu côtoyer, justement des profils familiales un peu similaires aux tiens, avec des parents indépendants? Pas forcément, je pense qu'il y en a quand même pas mal, beaucoup d'enfants d'entrepreneurs. Il y a même pas mal de familles d'entrepreneurs. Tu vois, tu sens qu'il y a quand même des soit de la génétique qui joue un peu, soit l'éducation et un peu ces rôles de modèle que peuvent avoir les parents. Après pareil, je pense qu'il y a pas forcément de règles, mais tu vois, tu trouves de tout. Mais je retrouve quand même, enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de familles d'entrepreneurs, pas mal d'enfants d'entrepreneurs qui sont assez inspirés là-dedans, quoi. Est-ce que tu penses que l'éducation, on va dire pas l'éducation, l'éducation scolaire, donc notamment à l'université, en fait assez pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, ouvrir l'esprit à d'autres choses? Bah, écoute, ils essayent en tout cas, notamment, bah, il y a le Pépite qui fait pas mal de choses, avec le ministère. Donc le Pépite, qui a pour objectif de, voilà, de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Tu as les associations étudiantes qui font pas mal de choses aussi. Le problème, je pense que c'est que, notamment au niveau des associations, il y en a pas forcément assez partout, surtout en santé. Pour le voir avec l'AIS, il y a très peu d'assauts, voire même aucune, dans les facs de santé, des assos entrepreneuriales. Donc c'est assez dommage. Pour l'instant, je pense que c'est beaucoup les JE et les assos un peu indus qui font des événements autour de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu l'occasion de parler dans une dizaine, quinzaine de facs depuis le début de l'année d'entrepreneuriat, dans des facs de pharma. Et c'était beaucoup les assos, notamment indus, qui me permettaient de faire des interventions. Donc je pense que ça manque un peu peut-être d'assos étudiantes entrepreneuriales. Après, voilà, il y a quand même le statut étudiant entrepreneur qui est assez intéressant, qui est accessible à tous les étudiants. Et donc c'est quand même un beau progrès, je trouve. Après voilà, je pense qu'on n'en fait jamais assez. Tu penses qu'il voilà, il faut mettre en place des cours, notamment au niveau des facs de santé, dans les programmes pédagogiques, voilà, des cours, plus d'assos. Et après, je pense que le développement de ressources, tu as des podcasts comme le tien, comme d'autres, autour d'entrepreneuriat en santé, ça aide aussi un peu à sensibiliser à tout ça. Heu et ça se développe de plus en plus. Après, je pense aussi que l'entrepreneuriat, ça n'intéresse pas tout le monde, tu vois? Et c'est normal et c'est pas grave et tu auras plein de gens qui seront jamais intéressés par l'entrepreneuriat et c'est pas grave et je pense que c'est plus quelque chose qui pourra stimuler certaines personnes et l'idée, c'est de trouver ces personnes-là qui n'y connaissent rien, mais qui pourraient être intéressées et stimulées. Tu vois, il y a eu nous, chez DigiCare, il y en a qui nous ont dit, vraiment ça a changé un peu notre manière de voir les choses. Maintenant, on veut faire du digital, on veut pas finalement faire de la qualité ou je ne sais quoi, sans dénigrer aucune chose, hein. Mais tu vois, il y a des gens qui se rendent compte que, en fait, ça les intéresse beaucoup plus ou c'est un peu leur vocation, tu sais, qui font les choses un peu par défaut et qui là connaissent, enfin, apprennent quelque chose de nouveau et qui se disent: «Bah, en fait, ça m'intéresse beaucoup, quoi». À Saclay, tu as la chance d'être dans un écosystème qui est assez stimulant au niveau entrepreneuriat. Mais est-ce que vous êtes en discussion avec les équipes pédagogiques de la fac de pharma, parce que c'est un peu le secteur qui m'intéresse beaucoup, ou même des facs de santé, pour essayer de caler justement des cours
des cours entrepreneuriaux, de la sensibilisation entrepreneuriale dans les cursus? Écoute, moi personnellement non. J'ai essayé un petit peu d'en parler. Après, de ce que j'ai compris, par exemple, à Châtenay, je crois qu'il y a beaucoup trop d'UE libres, par exemple. Donc ils ont pas voulu, beaucoup de cours un peu en option, donc ils ont pas forcément voulu en rajouter une sur l'entrepreneuriat. Après, j'espère que ça va se développer. Je sais que l'ANEP, notamment, donc moi je fais partie de la task force numérique cette année, veut développer des cours sur l'entrepreneuriat digital dans la santé, donc elle est sûrement en train de faire des recommandations là-dessus. Au passage, on a lancé un incubateur avec l'ANEP. Ok, je précise, ANEP, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Hein. C'est ça, exactement. Et l'idée, vu qu'on parle un peu de sensibilisation, l'idée de l'incubateur, c'est d'accompagner les étudiants en pharma et les jeunes diplômés en pharma à monter leur projet. Donc, tu vois, quand tu as un projet, de les aider un petit peu à se développer là-dessus. Mais donc, du coup, ouais, sur l'aspect pédagogique, je pense que l'ANEP va faire des choses là-dessus et les facs vont, j'espère, pouvoir un petit peu évoluer sur le sujet. Je sais que notre vice-doyenne pédagogique à Châtenay recommande DigiCare. Donc, on a appris ça il y a 2-3 semaines, donc c'était intéressant de le savoir parce que voilà, ils ont demandé à des étudiants, enfin des étudiants ont demandé, voilà, qu'est-ce que vous nous conseillez niveau entrepreneuriat? Donc ça, c'était assez intéressant à savoir. Après, je pense que de là à ce qu'on ait des cours dédiés, ça va prendre sûrement quelques années. Euh, mais je pense que voilà, il y a tout un travail à faire enfin, voilà, intéresser les gens sur le digital, la tech, pas forcément que l'entrepreneuriat, mais vraiment toutes les nouvelles technologies, l'innovation hors médicaments. Et je pense que l'avenir de la santé, enfin, c'est pas moi qui le dis, ne passera pas forcément que par une pilule que tu avales, tu vois. Donc je pense que c'est plus, ouais, c'est ça. Et c'est important de former dès le plus jeune âge, on va dire, quoi, à ce niveau-là. Ouais, et puis même l'ouverture d'esprit avec peut-être justement, comme tu disais, des associations transverses comme vous avez à Châtenay, ça peut être des bonnes idées. Est-ce que tu connais d'autres pharmaciens entrepreneurs? Ouais, sur la partie un peu e-santé, je connais WeFight, Pozos, Valwin qui ont été lancés par des pharmaciens. Donc il y a pas mal de pharmaciens, tu vois, diplômés qui lancent des projets après 2-3 ans, 10 ans dans l'industrie pharma ou dans d'autres sujets. Donc je pense qu'il y a pas mal de pharmaciens qui entreprennent. Et de plus en plus aussi d'étudiants en pharma qui entreprennent. Je le vois beaucoup, des potes de promo, des gens dans les promos même d'en dessous. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et encore une fois, les études de pharma, enfin, c'est cool pour ça, c'est que je pense que tu peux, en t'organisant, trouver le temps de lancer un projet, contrairement à d'autres études où c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a aussi un profil transverse. J'en parlais justement avec Sébastien Bonnet dans l'épisode précédent. C'est qu'on a un profil transverse, on a une vue globale sur l'univers du médicament et de la santé, et ça peut être un atout pour les pharmaciens pour entreprendre. Complètement, tu connais bien l'industrie pharma qui est, je pense, une des personnes, enfin une des structures principales qui finance l'innovation en santé. On voit les patients à l'officine, à l'hôpital, donc tu as un peu la culture de ce que c'est qu'un patient, enfin, voilà, comment il réfléchit, la santé en France, etc. Tu as fait du terrain, quoi. Donc je pense qu'il y a pas mal d'atouts et puis on a une culture de la santé assez forte, quoi. On fait du réglementaire, de la santé publique, on voit énormément de choses au final, pas que du médicament, quoi. Pour finir, je vais finir avec deux petites questions. Une question un peu plus ouverte. Est-ce que je sais que l'entrepreneur santé, c'est un peu un aventurier? Donc je voudrais te poser la question de savoir quel est ton aventurier, aventurière ou explorateur préféré? Écoute, j'aurais cité Xavier Duportet, qui est le PDG d'Eligo Biosciences, qui est une biotech qui se développe énormément et autour notamment du développement d'antibiotiques contre les bactéries résistantes. Et ce qui est assez cool avec lui, c'est qu'il s'est lancé très jeune et qu'il lance aussi beaucoup d'initiatives au-delà de sa startup. Tu vois, Hello Tomorrow, par exemple, qui est une conférence autour de la deep tech. Il a lancé Deep Tech Founders, qui forme les chercheurs à l'entrepreneuriat deep tech. Donc, il a lancé énormément d'initiatives au-delà de sa boîte. Sa boîte est hyper intéressante. Donc, voilà, j'aurais cité Xavier Duportet. Ok, et dernière question pour finir, est-ce que tu as un conseil concret, un levier actionnable maintenant, tout de suite, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient entreprendre dans la santé? Ouais, carrément. Bah, j'en ai parlé un peu dans tout à l'heure. C'est pas trop réfléchir, je pense, passer à l'action assez rapidement. Et pour ça, bah, si vous n'avez pas d'idée, bah, faut aller demander autour de vous à des pharmaciens, des médecins, votre famille, vos potes, bah, c'est quoi les problèmes qu'ils ont, c'est quoi ce qui les embête au quotidien et essayer de voir comment vous pouvez les solutionner. Je pense qu'entreprendre en santé, c'est quand même assez compliqué, il y a des spécificités. Donc si jamais vous voulez commencer par un projet hors santé quand vous êtes étudiant parce que vous avez tel parent ou telle facilité là-dessus, je pense qu'il faut y aller aussi. Parce que entreprendre, que ce soit en santé ou pas, c'est t'apprendre dans tous les cas et ça se réutilise pour après. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment passer à l'action, pas trop réfléchir, pas se poser 1000 questions, vraiment aller sur le terrain et commencer à prototyper des choses et se lancer, quoi.
Top et merci beaucoup pour ce mot de la fin. Évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat santé, n'hésitez pas à aller suivre la formation de DigiCare. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description. N'hésite pas à me contacter via mon site meriadecguignard.com ou via mon LinkedIn personnel Meriadec Guignard. Tu pourras me dire ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.